Il a le verbe rare et il était très attendu par ses concitoyens. Son discours devant les deux chambres du Parlement n'aura assurément laissé personne indifférent. Joseph Kabila Kabange a, dans un discours qu'on pourrait qualifier d'offensif, balayé l'actualité du pays dont il a la responsabilité, la République démocratique du Congo. La communauté internationale, les opposants, chacun en prend pour son grade quant à l'accord politique issu du dialogue sous la conduite du Togolais Edem Kodjo. Le président promet qu'il sera appliqué. La réaction du rassemblement, regroupement politique de l'opposition ayant refusé de participer à ce dialogue, n'a pas tardé. République démocratique du Congo. Les enseignements du discours à la nation du président Kabila pour les débats du jour sur Angle de Vue. Ensuite, en Côte d'Ivoire, l'éternelle crise née de l'absence du président Laurent Gbagbo continue d'opposer les cadres et militants du FPI, le Front populaire ivoirien. Cette fois, le parti ira aux élections législatives en rang dispersé. Les frondeurs menés par Aboudraman Sangaré boycotteront le rendez-vous, tandis que les membres restés fidèles au président Pascal Affi-N'Guesson comptent bien occuper le terrain. Pourquoi les filles et fils d'une même formation politique peinent à unir leur stratégie politique? Côte d'Ivoire, législative du 18 décembre, nouveau round de la crise qui secoue le FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Second débat du jour sur votre émission chargée de l'analyse de l'actualité sur le continent africain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à Angle de Vue. Voici d'abord le flash, un résumé de ce qui fait l'actualité sur le continent. Au Nigeria, des milliers de riverains d'un quartier du centre commercial de Lagos ont manifesté ce mardi devant les bureaux du gouverneur de l'État pour protester contre leur éviction et la démolition de leur maison. Au moins 3 personnes sont mortes la semaine dernière après avoir été poursuivies par la police dans une lagune selon des habitants. Et selon Megan Chapman de l'ONG Justice and Empowerment, 11 personnes sont en outre portées disparues et sont présumées mortes. Le Parlement égyptien a approuvé mardi soir un projet de loi régulant les activités des ONG en Égypte, un test controversé qui relance les inquiétudes concernant la répression de la société civile. Le projet de loi présenté par un peu plus de 200 députés a été envoyé au Conseil d'État qui doit donner son avis sur le test et peut proposer des amendements selon le site internet du Parlement qui sera amené à voter une nouvelle fois sur la question. Une trentaine de chefs d'État africains se réunissent ce mercredi en sommet à Marrakech en marge de la COP22 à l'initiative du Maroc qui entend y défendre les intérêts de l'Afrique face au réchauffement, mais aussi réaffirmer sa stratégie d'influence sur le continent. Pour les pays du Sud, particulièrement exposés au réchauffement, il s'agit désormais de pouvoir bénéficier d'un soutien financier et technique urgent pour renforcer leur capacité et s'adapter au changement climatique. République démocratique du Congo, les enseignements du discours à la nation du président Joseph Kabila Kabange. Le débat s'installe après ceci. Et comme invité ce jour, Lamine Cissé, vous êtes écrivain, expert en communication politique. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Face à vous, un sociologue, expert en stratégie de développement, Ilanon Emetiefa. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Émission. Ma première question est pour vous, Lamine Cissé. Le président Kabila était attendu sur les sujets d'actualité dans son pays. Quel est votre sentiment après l'avoir entendu? Satisfaction, puisque quand le Congo était, tout le monde pensait que ça allait s'embraser. Nous avons proposé sur ce même plateau le scénario qui se passe à ce moment. Parce que la seule issue pour le peuple congolais, c'est d'amener les fils et les fils congolais à prendre la hauteur et à pouvoir aller vers un dialogue inclusif. C'est un processus. Et je pense qu'on n'attendait pas ce discours, mais ce discours est venu aujourd'hui pour dire que nous allons appliquer ce qui doit être appliqué. Je pense que le processus est en marche. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, Emetiefa, est-ce que vous partagez le même sentiment? Je voudrais dire que je n'ai pas de raison fondamentale d'être satisfait ou de ne pas l'être. Je constate seulement que le discours du président Kabila en 3 grandes parties, puisqu'il a parlé de 2001, au moment où il avait pris le pouvoir, un pays économiquement à terre, une démocratie en panne, et puis les institutions politiques n'étant pas suffisamment établies et fonctionnant donc à bonne performance. Et il a fait ce bilan jusqu'à déboucher
sur ce qu'il a fait à tout point de vue, économique, politique, institutionnel, les différentes réformes qu'il a introduites, et il a fini par l'analyse de la crise actuelle. En fait, il faut préciser que ce qui ferait objet d'intérêt réel, non seulement pour les Congolais, mais pour n'importe qui, c'est l'analyse approfondie de la crise qui secoue actuellement le pays et dont la responsabilité du président Kabila est forcément établie, non seulement en tant que chef d'État, mais également en tant qu'acteur politique. Parce que le contexte ayant favorisé les attentes focalisées autour de ce discours est caractérisé par 3 faits majeurs. Le premier, le président Kabila est le président le plus taciturne en Afrique. Il ne parle presque jamais. Donc, s'il veut parler, cela va de soi que l'on veuille bien l'écouter. Le deuxième fait majeur, c'est que son mandat expire en décembre, alors qu'il ne part pas, et que de ce fait, le pays se retrouve dans une crise politique et institutionnelle où la Constitution, en principe, a prévu toutes les dispositions nécessaires pour lever une contrainte de genre. Et ensuite, cela a ouvert la voie à un dialogue national où les uns et les autres devraient se parler pour trouver une solution et œuvrer pour la paix et la stabilité. Alors, dans une circonstance pareille, ce qui est surtout important, ce n'est pas le bilan, mais c'est analyser la crise, analyser les ressorts, ressortir les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces, et ensuite faire une perspective sur l'avenir. Il ne l'a pas trop dit, et la réaction de quelques opposants à cet effet l'ont prouvé. Je voudrais parler d'Eli Sassenga, et puis après, bien d'autres personnalités de l'opposition qui l'ont prouvé dans leurs déclarations. Donc, je dis que les problèmes globalement restent posés et que les voies et moyens sont encore à rechercher. Attendons de voir l'issue que cela pourrait produire. Alors, le président a balayé l'actualité. L'accord politique issu du dialogue national est pour lui la seule feuille de route. Nous allons suivre l'essentiel de son intervention. Comme toute œuvre humaine, cet accord politique est perfectible. Il n'en reste pas moins, cependant, qu'il constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes, représentant aussi bien l'opposition politique, la société civile que la majorité. Conformément à l'accord politique suspensionné, je désignerai donc incessamment le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement d'union nationale, dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. Soucieux de mes responsabilités de garant du bon fonctionnement des institutions, je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de sa classe politique. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Ainsi s'est exprimé le président Joseph Kabila Kabange. Mettez-vous à votre réaction. Oui, je le disais tantôt, le président aurait pu analyser à fond la crise actuelle et se prononcer là-dessus, puisque son bilan, en fait, c'est lui qui le fait. Donc, je ne vois pas de détachement spécifique, à moins que les indicateurs aient été produits par des spécialistes et réellement analysés en toute objectivité. Bon,
quant à la question de son avenir politique, je ne comprends pas très bien ce qu'il a voulu exprimer, mais une chose est sûre, il n'y a pas de récomposition possible à faire pour qu'il soit maintenu au pouvoir conformément à ce qui a été arrêté. Et je voudrais préciser qu'il a été sifflé, arrêté ou interféré 13 fois pendant qu'il prononçait son discours qui a duré 45 minutes. Alors, Lamine Cissé, le président a effectivement éludé la question sur la succession ou son avenir politique. Que gagne-t-il à entretenir le flou sur cet avenir politique-là? Tout à l'heure, je disais que j'étais satisfait puisque moi, je suis un panafricain. Je m'identifie à tout ce qui se passe sur le continent africain. C'est la raison pour laquelle. Parce qu'on n'est pas dans une vase close. Hein. Tout ce qui se passe en RDC ailleurs, ça nous concerne directement. Donc, en tant que responsable, on doit apporter sa position par rapport à la situation. C'est pourquoi. Mais je suis en train de dire que je suis très satisfait parce que le processus que je voudrais est en cours. Les Congolais sont en train de se parler. Parce que contrairement n'est-ce pas, à l'imposition d'une certaine forme de démocratie qui se passe dans nos continents. Partout ailleurs, on a vu, ils ont voulu imposer les démocraties. Ça crée des frustrations, des guerres. Jusqu'à présent, les gens sont en train de s'entre-déchirer. Prenez la Libye qu'ils ont détruit complètement. Il fait partie du continent africain. Prenez la Syrie, l'Irak. Les responsabilités, ce sont ces forces occultes qui sont derrière, qui ont détruit les fondamentaux de ces pays-là parce qu'ils veulent uniformiser la démocratie en essayant d'imposer, eux, n'est-ce pas, leurs leaders. Je ne voudrais pas que le Congo et d'autres pays soient victimes de ces tractations. C'est pourquoi je me réjouis de voir les Congolais se parler au moins. Régler les problèmes internes, mais aller vers une démocratie, je dirais même une démocratie à la congolaise, parce que les spécificités ne sont pas les mêmes. Lamine Cissé répondait à ma question. Oui. On a l'impression que le président Kabila a éludé la question sur son avenir politique, qui n'est pas clair. Qu'est-ce qu'il gagne à entretenir le flou? Non, mais moi, je ne pense pas qu'il ait entretenu le flou. Parce que dans son discours, je l'ai entendu dire qu'il n'a jamais violé la Constitution et il va respecter la Constitution. Est-ce que vous avez l'impression, à l'étape actuelle, que la Constitution congolaise n'a pas été violée? Non, parce que la Cour constitutionnelle s'est prononcée par rapport à cette situation-là. On pensait qu'il y aurait un vide juridique. Il y a des dispositions qui disent clairement que tant qu'un autre président n'est pas élu, Kabila reste en place. Maintenant, il y a un accord, l'accord politique. Même les organisations internationales sont d'accord sur cet accord. Ils sont derrière cet accord politique. Mais la mise en œuvre de cet accord met en parenthèse la Constitution. La Constitution dit la convocation du corps électoral, la date est déjà passée depuis septembre. La Constitution a demandé la Sénat, l'organe qui est chargé d'organiser les élections. Vous pouvez l'organiser dans tel délai. Ils ont donné, c'est en fonction de ces délais-là que les accords ont été. Et ces accords, c'est un dialogue, je ne dis pas inclusif, c'est un processus de dialogue inclusif. Mais il y a une partie, n'est-ce pas, de la classe politique, de l'opposition et de la majorité qui sont tombés d'accord sur les auspices des organisations internationales, de l'OUA, de l'Union africaine. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Dans 2 ans, il a été clair, dans 2 ans, c'est pour organiser une élection présidentielle. Je crois qu'à cette élection présidentielle, Kabila, je pense qu'il va se retenir d'être candidat. Parce que le problème qui se pose est qu'il faut que les Congolais, dans un gouvernement d'union nationale, sachent se parler, se faire confiance. Dans 2 ans, je crois que quand la machine est huilée, ils vont suffisamment se faire confiance et aller vers les élections. Lamine Cissé semble accorder sa confiance au président Kabila, mais que gagne alors le président Aimé Tchefa à ne pas rassurer les Congolais? Parce que, en fait, le nœud gordien du problème actuellement en RD Congo, c'est qu'on ne sait pas si le président va briguer un autre mandat. Aimé Tchefa. Lamine Cissé, au terme de son analyse, finit par me rejoindre en disant qu'il espère que au terme de la transition, le président Kabila s'abstiendra de se porter candidat. Bon, à partir de ce moment, je crois qu'il n'y a pas de débat. C'est un fait et qu'aujourd'hui, la Constitution est presque suspendue. Si une Constitution fonctionne bien et qu'elle est respectée, il n'y aura pas de problème de réunir les acteurs pour rechercher un accord. La recherche d'un accord, la recherche de dialogue, la recherche de voies et moyens pour pacifier ou pour maintenir le dialogue sont, à mon humble avis, des signaux et des preuves aussi palpables que la Constitution, non seulement elle est violée, mais on veut lui tordre le cou à tout point de vue. Le président Kabila aurait pu
simplement dire qu'il est en train de prononcer son discours en tant que président en train de sortir, et il n'y aura pas d'équivoque. Les points flous, ou disons les points où le président Kabila n'a pas apporté suffisamment de lumière, sont les points les plus importants et les points sur lesquels il était attendu, à savoir que, 1. Est-ce qu'il apportait toute sa caution au dialogue pour qu'il fonctionne effectivement et produise la paix et la stabilité? On peut y répondre oui. Oui, on peut y répondre oui. Bon, je crois qu'il a apporté du sien, tout en cherchant à contrôler. Ça, bon, c'est naturel et c'est de l'habitude de tout leader politique. J'aurais également souhaité que le Premier ministre ne soit pas nommé par le président, mais désigné par ceux qui étaient présents à cet accord, par un consensus qu'ils ont fini par retrouver. Donc, de ce point de vue, pour moi, c'est comme une déficience au sein de cette machine ou de ce système de dialogue censé produire ou générer la paix et la stabilité. Et ensuite, le dernier point, c'est le fait que de sa position de chef d'État actuel, qu'il joue sa partition pour que sa succession devienne une réalité, sa succession à la tête de l'État congolais en tant que président de la République. Alors, personne ne lui a demandé de parler de son avenir parce qu'en fait, son avenir, pour les observateurs, pour le peuple congolais, est connu. Il est là depuis 15 ans. Et conformément à leur constitution, au terme de 2 mandats, il devrait partir. Alors, s'il se met à parler de son avenir alors qu'aucune question ne lui a été posée là-dessus, cela, de mon point de vue, signifie qu'il est gêné et qu'il est en train d'apporter une clarification qui maintenant devient un clair-obscur. Alors, oui, Lamine Cissé. Je pense que son avenir politique, ça a été clairement posé. Durant le long du processus, tout le monde veut qu'il parte. L'opposition manifeste pour qu'il respecte la Constitution, qu'il parte. Les gens disent, mais au terme de ces accords-là, qu'est-ce qu'il deviendra? C'est posé. Je crois qu'il a répondu à la demande, quand même. Parce que c'est la demande de tout le monde. Et je pense que si aujourd'hui Kabila, par exemple, prononçait clairement, c'est au terme des 2 ans, je ne suis plus candidat, ça peut-être mieux baisser la tension. Ça va faire baisser la tension. Mieux. Ça va mieux baisser la tension. Bon, les gens peut-être sont dans l'expectative, mais moi je pense que c'est une prudence. Mais Kabila n'a pas l'intention de briguer un 3e mandat. Parce que cette transition de 2 ans, il faut voir, est-ce que ceux qui vont conduire la transition, avec l'opposition qui se dit radicale, est-ce qu'ils vont jouer le jeu pour amener un apaisement? Parce qu'un président de la République, c'est pourquoi je dis, amener l'apaisement dans un pays, ça permet au président de partir. Mais amener des situations de conflit, ça maintient le président au pouvoir. Parce qu'il se dit, je suis le garant de la stabilité et de la paix dans le pays. C'est pourquoi l'opposition doit être suffisamment responsable, amener Kabila vers la sortie. Et sur le plateau, je lance un appel, dire à l'opposition radicale de venir à la table de négociation et parler en tant qu'Africain et vraiment faire face à la situation du Congo. C'est mieux que de laisser des forces occultes, n'est-ce pas, orchestrées dans l'obscurité, ce qu'ils ont l'habitude de faire ailleurs. Vous pensez que c'est une main noire qui est derrière cette opposition radicale? Mais Kabila même l'a dit. La semaine dernière, quand il a rencontré les fonctionnaires des Nations Unies, etc., il leur a dit, mais il y a 2 poids 2 mesures. Partout ailleurs, mes voisins, là, ce que vous me refusez, vous acceptez chez les voisins. Donc vous avez le sentiment mais que le président... ceux qui ont fait 30 ans, 40 ans, vous les adulez. Mais prenez le Cameroun, prenez par exemple le Congo, l'autre Congo. Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont en train de mettre la pression sur le Kabila? Lamine Cissé, quel intérêt ils ont finalement? Lamine Cissé, vous avez dit sur ce même plateau que chaque pays avec son contexte. Oui. Et le contexte de la RD Congo, c'est quand même que c'est un pays qui n'a jamais connu d'alternance au sommet de l'État depuis 1960. Où ça? En RD Congo. RD Congo? Oui. Il n'y a pas d'ancien président RD congolais. Oui. Donc, c'est quand même très important pour la RD Congo. Très jeune alors. Une jeune démocratie qui est en processus d'apprentissage. Bien sûr, un pays qui est sorti dans l'autre pays de plusieurs années de guerre, notamment. Pays n'a pas eu l'autre pays de l'autre côté. C'est parce qu'il y a des intérêts au niveau du pétrole qui font que le président qui fesse. Mais regardez-moi le Gabon comment ça a été piloté. Non, c'est-à-dire que nous savons ce qui se passe. C'est pourquoi je dis
il faut éviter qu'on embrase nos pays. Il faut que les Congolais, qui sont des responsables politiques, soient suffisamment responsables et regarder le peuple, l'intérêt général du peuple, qu'ils s'abandonnent eux-mêmes. Parce qu'en réalité, ils mettent le peuple dans la rue, c'est pour leur propre intérêt. Qu'ils s'abandonnent. Il y a des mécanismes pour aller vers la paix. Il y a des mécanismes pour aller vers le dialogue. Mais Kabila n'est autre qu'un Congolais. Il ne peut pas résister. Il faut que tout le monde aille vers la table de négociation et leur dire que c'est ce que nous voulons. Exactement, que ça soit fait. Mais c'est Tshisekedi qui a combattu Mobutu pendant combien d'années? Il a apporté quoi aux Congolais? Quoi? Il faut être de l'opposition? Uniquement de l'opposition? Non, mais vous avez apporté quoi de constructif? Alors, le débat de l'opposition positive, de l'opposition de contribution se pose. En Afrique, en général, nous savons quand vous êtes de l'opposition, celui qui est au pouvoir, c'est votre ennemi. Celui qui est au pouvoir, l'opposition est son ennemi. Il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête cela. Et souvent, nous sommes orchestrés de derrière, nous sommes instrumentalisés de derrière pour agir. Les commanditaires sont cachés dans l'homme, surtout dans ces pays-là où les intérêts sont en jeu. Vous savez, Kabila, il a donné presque les déchets aux Chinois au Congo. Ça lui pose un problème sérieux. Les gens sont détrônés au profit de la Chine. Ça pose un problème. C'est ce qui est dans l'ombre. C'est ce que je voudrais attirer l'attention. C'est que les non-dits sont extrêmement importants et les gens voient ce qui est superficiel. On crie, on amène le peuple dans la rue et les intérêts sont ailleurs. C'est pourquoi j'appelle nos frères, nos cadres intellectuels africains à repenser à repenser la démocratie africaine et à contextualiser notre démocratie et à l'apaiser, amener le peuple qui est à 80-90% analphabète vers, n'est-ce pas, les lendemains meilleurs. Alors, Aimé Tchefa, aujourd'hui, est-ce que le fait d'être le premier président à remettre constitutionnellement le pouvoir à un successeur ne doit pas constituer en soi une fierté pour le président Kabila? De mon point de vue, c'est à son avantage. Tout à son avantage. C'est comme un boulevard qui est ouvert pour lui pour qu'il entre dans l'histoire. Maintenant, s'il a des boucs émissaires à chercher par rapport à la géopolitique internationale, par rapport aux puissances internationales, par rapport aux mains et à leurs couleurs, par rapport à toute forme de justification pour ne pas le faire, cela reste également son problème. En Afrique, je l'ai souvent dit, les problèmes que nous avons, ce sont les autres. Et ça m'amène à citer Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres, pas nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Le dialogue dont parle M. Lamine Cissé, où une frange de l'opposition aurait refusé de venir, je rappelle que ces derniers se sont retrouvés chez lui à Dakar. Ils ont discuté là-bas pendant 3 jours, y compris une partie de la société civile, toujours pour rechercher les voies et moyens pour venir prendre part. Écoutez, il y a plusieurs canaux de participation. Il y a plusieurs modes de participation. Et en fonction de la catégorie d'acteurs à laquelle vous appartenez, vous assumez un certain nombre de fonctions données par rapport à vos rôles et à votre statut. C'est de cela qu'il s'agit. Dans cette sorte de casting, où chaque catégorie d'acteurs a un rôle à jouer, conformément à son environnement et conformément à ce qu'il est, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Et il n'est pas censé que tout le monde entre en scène exactement au même moment. Je vois ça exactement comme un voyage. C'est comme un train qui vient à une gare, certains descendent, d'autres entrent, et puis ça continue comme ça. C'est une dynamique. Pour moi, et de ce point de vue, je ne trouve pas que cette dynamique est un problème. Je n'en trouve pas. Quant aux questions géostratégiques, c'est à nous, Africains, qu'il revient de nous débrouiller pour qu'on ne nous manipule plus. Et nos chefs d'État qui pensent que nous sommes manipulés, très souvent, lorsqu'ils prétendent que le peuple est manipulé, c'est que eux, on leur demande de quitter le pouvoir, alors qu'ils ont une constitution. Soit dit en passant que Étienne Tshisekedi, en RDC, n'est pas n'importe quel homme politique. L'œuvre d'Étienne Tshisekedi et de l'UDPS est une œuvre salutaire. Ça a au moins permis de rétablir le système dualitaire, l'existence de toute chose en elle-même et de son contraire. Et je crois que depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a fait comme œuvre, écoutez, lui n'est pas à la Cour internationale de justice de la Haye.
et il n'a jamais cautionné la violence. Il a toujours fait une opposition constructive qui apporte quelque chose à la démocratie. Maintenant, j'ai toujours dit, la démocratie, elle est ce qu'elle est. On l'a fait ou on ne la fait pas. Si nous, Africains, nous ne voulons pas faire la démocratie, ben nous disons ce que nous voulons faire et nous la faisons. Mais si nous disons que nous voulons faire la démocratie et que nous refusons d'œuvrer pour l'alternance et que nous continuons à cautionner des chefs d'État qui font 45 ans au pouvoir et que nous pensons que ça, c'est la démocratie aux couleurs de l'Afrique, c'est d'abord de l'injure et de l'opprobre jeté sur les Africains eux-mêmes et ensuite c'est une malcompréhension des choses. C'est vrai que nous sommes habitués au pouvoir clanique et aux chefferies depuis nos anthropologies par rapport à la constitution de l'État, de notre point de vue, de nos petits cantonats qui, entre-temps, ont évolué et ont mué en république. Donc, si nous restons tributaires de cela et puis nostalgiques de nos royaumes qui, en fait, ne valent que ce qu'ils valent, ça, c'est notre problème. Le monde évolue. Le monde évolue. C'est à nous de nous rendre compte de cela. Si nous ne nous rendons pas compte, c'est également notre problème parce que lorsque les questions de développement se posent, telles qu'elles se posent aujourd'hui, c'est nous qui allons chercher la technologie des autres. Ils ne viennent pas chercher nos technologies. Et tant que nous ne continuerons pas à penser qu'ils viennent nous voler et que nous ne prenons rien chez eux, ce sont des formes d'excuses qui nous maintiennent dans l'autodépendance et nous permettent de rester continuellement sous-développés. Lamine Cissé, nous allons parler de la SENCO aussi, qui a été chargée par le président Joseph Kabila de négocier le ralliement du rassemblement à la signature de cet accord politique. Le président Kabila a balancé une pique au rassemblement, il leur a demandé de venir signer l'accord ou carrément de s'abstenir, de troubler le pays parce qu'il ne permettrait pas à une partie de la classe politique de prendre en otage le peuple congolais. Votre réaction? Oui, c'est-à-dire, en otage, c'est ce que je dis. Quand on parle de démocratie, la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et j'ai une fois dit sur votre plateau ici, j'ai dit la démocratie à l'occidentale, telle qu'elle est, la manière dont elle fonctionne, c'est la dictature de la minorité sur la majorité. Regardez nos systèmes électoraux. Si vous avez 51%, vous êtes élu. Le corps électoral fait, par exemple, 4 millions ou 5 millions d'habitants. Vous avez 51%, vous êtes président de la République. Sur un corps électoral de 5 millions d'habitants. Et ce n'est pas 5 millions, peut-être c'est 3 millions de populations qui ont voté. Et la majorité silencieuse, plus ceux qui n'ont pas voté pour vous, vous devenez le président de tout cela. C'est la dictature de la minorité sur la majorité. Et ensuite, nos partis politiques, vous savez, je dis, nous faisons la démocratie dans la langue des autres. Nous ne faisons pas notre démocratie à nous. Parce que nos leaders, ils ne s'expriment pas dans leur langue pour expliquer les mécanismes de démocratisation. Les peuples ne comprennent pas. Ils vont voter, mais ils ne votent pas un programme, ils votent un homme, ils votent une région, ils votent une ethnie, ils votent une religion même. Donc, quelle démocratie nous sommes en train de conduire, nous les cadres et les intellectuels? C'est pourquoi je dis, je réponds à votre question, Kabila a effectivement raison. Il ne faut pas prendre le pays en otage. Il faut participer, ces jeunes nations qui vont vers une démocratisation à la modèle occidentale, qui n'est pas la nôtre. Il faut l'adapter à nos contextes socio-culturels. Je ne dis pas qu'il faut aller au Moyen-Âge, à nos empires. Même nos empires, à cette époque-là, il y avait une démocratie qui se faisait. Mais je suis en train de tout simplement dire qu'il faut contextualiser la démocratie et l'adapter, parce qu'on ne peut jamais aller vers le développement tant que nos instruments de démocratisation ne sont pas adaptés à nos réalités socio- et culturelles sur le terrain. Le président Kabila a aussi mis en garde contre toute tentative de prise de pouvoir par la force. Est-ce qu'actuellement, il y a risque? C'est très bien. C'est très bien qu'ils le disent. Il faut bannir les coups d'État. Parce qu'il y a des juxtapotismes en RDC qui sont prêts à armer les gens pour faire la même chose que lui, son papa, a fait. Et il faut que cela s'arrête à lui. Mais il faut qu'il s'engage lui aussi, n'est-ce pas, à ne pas faciliter cela. Okay? Parce que, comme il l'a dit mon co-débatteur, Kabila a une grande part de responsabilité dans la stabilité et la paix au Congo. Il faut que lui, il donne l'engagement spécial, son engagement à respecter les accords. Et qu'il soit le modèle de l'alternance. Et que cet accord-là, qu'il dise, bon, moi je ne serai plus candidat. Moi je ne suis pas d'accord qu'il dise qu'il va être candidat pour un troisième mandat.
Mais j'accompagne ce processus-là parce que je voudrais que ce processus aboutisse. Voilà un peu mon point de vue par rapport à toute cette situation-là. Mais, mon frère, je ne suis pas pour qu'on retourne en arrière. Je voudrais que cette démocratie soit moderne, mais adaptée à nos réalités. C'est ce que je demande seulement. Parce que vous savez, c'est pourquoi, dans mon roman, j'ai écrit les démocraties africaines. Je n'ai pas écrit la démocratie, parce que les spécificités ne sont pas les mêmes, et il faut l'adaptation à nos réalités. M. Tchefa, Délis Senga a noté que le respect de la Constitution reste menacé dans le fond. Quel est votre avis sur cette perception-là? On rappelle qu'il est du Rassemblement, président de la plateforme l'Alliance pour la République. Et il a raison parce que c'est ça qui a conduit la RDC au niveau où elle est aujourd'hui. Excusez-moi. Et de ce point de vue, je crois que chaque acteur devrait veiller à ce que les parcelles de la Constitution qui restent encore garantes de ce que la paix et la stabilité demeurent doivent être respectées à tout point de vue. Et ce n'est pas seulement son point de vue, c'est également le point de vue de Jean-Lucien Boussa. Tous deux se rejoignent donc sur ces propos de respect de la Constitution. Maintenant, je voudrais préciser pour finir, parce que bon, je n'ai pas l'impression de concentrer le débat sur cet aspect. J'ai lu beaucoup de thèses de doctorat sur la démocratie. Je ne voudrais pas parler personnellement de mes productions scientifiques parce que ce n'est pas bien de parler de soi-même pour les gens qui sont humbles. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait le lien étroit entre démocratie et développement. Si tel était le cas, la Chine ne serait pas développée. La Chine n'a jamais organisé d'élection. Il n'y a que les délégués du Parti communiste chinois qui se retrouvent et qui, en leur sein, donc, désignent le président de la République et les membres du gouvernement à leur congrès au Parti communiste chinois. Mais écoutez, depuis l'année dernière, la Chine est la première puissance du monde. On refuse de nous le dire. Faire de la démocratie, c'est une autre chose. Aller au développement, c'est encore une autre chose. Pour moi, j'appartiens à cette école théorique qui pense que faire de la démocratie, c'est une autre chose. Aller au développement, c'est encore une autre chose. Ce qui vous permet d'aller au développement, c'est le travail. C'est la participation et la contribution de chaque acteur. C'est ce dont dispose chaque habitant du pays à pouvoir comprendre qu'il est un citoyen qui doit apporter quelque chose. Par ailleurs, vous pouvez procéder au développement par le développement des institutions. Ça, c'est une autre théorie. Moi, je n'appartiens pas à cette école. Donc, c'est pour vous dire que nous, en tant qu'Africains, je suis d'accord, en tant que socio-anthropologue, que nous devons non seulement actualiser tout ce qui nous vient d'ailleurs, contextualiser tout ce qui nous vient d'ailleurs, mais surtout rechercher la part d'endogénité de tout, qui nous refuse de développer nos langues, qui nous refuse de développer nos religions, qui nous refuse de développer nos arts. Ce n'est qu'à travers ça que nous pouvons avoir notre porte de sortie. Ce n'est pas à travers une autre chose. À partir de ce moment, c'est aux Africains qu'il revient. Parce que ceux qui parlent de trahir le peuple et tout, ce sont nos dirigeants. Ce sont eux, ce n'est pas le peuple. Le peuple, lui, il veut le développement, mais c'est le leader qui ont déjà pactisé avec les autres pour se maintenir au pouvoir, et lorsqu'ils meurent, c'est leurs enfants qui vont prendre et puis transformer nos pays en dynastie. Ce sont eux-là qui pêchent, ce n'est pas le peuple. Alors, en ce moment, lorsque nous nous mettons en costume, en cravate, lorsque nous parlons les langues des autres et pratiquons leur religion, nous n'en sommes pas conscients que ça peut nous entraver par rapport au processus, par rapport à la mode du processus de développement. Donc, je souhaite en cela, vous rejoignez Lamine Cissé, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias. Lamine Cissé, on va continuer. Lambert Mende Omalanga a tenu un point de presse, toujours à Kinshasa. 2 points étaient à l'ordre du jour, dont la lecture de l'arrêté ministériel du 12 novembre dernier sur les opérateurs étrangers de l'audiovisuel au pays. Le dit arrêté concernant les opérateurs étrangers de l'audiovisuel œuvrant dans le pays. Nous allons suivre le ministre Lambert Mende pour plus de précisions. Le ministère de la Communication et Médias a pris, en date du samedi 12 novembre 2016, un arrêté portant réglementation de l'exploitation de la radiodiffusion sonore et de la télévision par des personnes physiques et morales de nationalité étrangère.
en République démocratique du Congo. Désormais donc, l'autorisation pour les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère d'opérer de manière continue dans le secteur de la radiodiffusion sonore et de la télévision en République démocratique du Congo est assujettie à une obligation de réciprocité et moyennant une participation majoritaire des Congolais dans le capital de l'entreprise voulant opérer dans ce secteur, l'entreprise étrangère voulant opérer dans ce secteur. Étant entendu que pour les Congolais, l'opération dans ce secteur est tout à fait libre, comme d'habitude. Cet arrêté, mesdames, messieurs de la presse, n'énerve en rien les dispositions légales nationales ou internationales. Il vise simplement à rétablir des équilibres qui sont souvent rompus ou des situations asymétriques. Le gouvernement exerce ainsi ses missions régaliennes. Propos recueillis, messieurs, par notre correspondante à Kinshasa, Yet Mavinganza Okataï. Rapidement, Lamine Sissé, votre réaction par rapport à ces décisions du gouvernement? Je pense que c'est tout à fait normal. Il faut contrôler l'espace audiovisuel, il ne faut pas laisser ça à la merci des Occidentaux qui changent de ton quand leur intérêt est menacé. Je crois que... Je pense la même chose. Mais je voudrais nuancer qu'on a dit étrangers non occidentaux. Voilà. Est-ce qu'un Congolais, n'étant pas RDC ou un Gabonais, qui sont à côté, ne sont-ils pas considérés comme étrangers? Je n'ai pas vu l'arrêté. Pour apprécier. De quels étrangers parle-t-il? Je ne sais pas. Pour moi, qui suis béninois... Le ministre Lambert Mende parle de non-congolais. Bon, donc, donc vous comprenez que... A priori, un Gabonais ou un béninois est un étranger. Ça, c'est dirigé vers les médias internationaux. C'est votre avis, la ministre? Oui, non, je sais. Ils ont mis étranger, peut-être que c'est... Ils n'ont pas eu les mêmes approches que lui, sinon ils auraient spécifié ça. D'accord, nous allons évoluer. Fin donc du premier débat, place à la crise au sein du Front populaire ivoirien. Juste après un autre point de l'actualité, ce sera à travers le flash. Au Nigeria, des milliers de riverains d'un quartier du centre commercial de Lagos ont manifesté ce mardi devant les bureaux du gouverneur de l'État pour protester contre leur éviction et la démolition de leur maison. Au moins 3 personnes sont mortes la semaine dernière après avoir été poursuivies par la police dans une lagune selon des habitants. Et selon Megan Chapman de l'ONG Justice and Empowerment, 11 personnes sont en outre portées disparues et sont présumées mortes. Le Parlement égyptien a approuvé mardi soir un projet de loi régulant les activités des ONG en Égypte, un test controversé qui relance les inquiétudes concernant la répression de la société civile. Le projet de loi présenté par un peu plus de 200 députés a été envoyé au Conseil d'État qui doit donner son avis sur le test et peut proposer des amendements selon le site internet du Parlement qui sera amené à voter une nouvelle fois sur la question. Une trentaine de chefs d'État africains se réunissent ce mercredi en sommet à Marrakech en marge de la COP22 à l'initiative du Maroc qui entend y défendre les intérêts de l'Afrique face au réchauffement, mais aussi réaffirmer sa stratégie d'influence sur le continent. Pour les pays du Sud, particulièrement exposés au réchauffement, il s'agit désormais de pouvoir bénéficier d'un soutien financier et technique urgent pour renforcer leur capacité et s'adapter au changement climatique. Côte d'Ivoire, législative du 18 décembre, nouveau round de la crise qui secoue le pays. Le parti de Laurent Gbagbo, le débat c'est juste après la virgule. Un débat qui se poursuit avec vous, messieurs. Le Front populaire ivoirien ira aux élections législatives en rang dispersé. Énième épisode des dissensions au sein du parti, cher à Laurent Gbagbo. Au fond, il faut comprendre que le FPI, depuis toujours, même depuis que Laurent Gbagbo même était aux affaires, était présent, a toujours été divisé. Vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien en vous disant que le président Gbagbo a 2 femmes. Une qui est officielle, Simone, que nous connaissons, et une autre que nous ne connaissons pas. Et que ces femmes-là constituent chacune en elle-même une tendance du FPI. Alors, c'est, disons, ces 2 tendances qui sont en train de connaître une sorte de mutation suite à ce que le père légitime, le géniteur légitime de ce grand parti africain n'est plus libre de ses mouvements et n'est plus présent sur le terrain. Alors, les Ivoiriens, partisans du FPI, sont à la croisée des chemins comme d'habitude, conformément au fait que
est-ce que le parti doit être utilisé uniquement pour négocier la sortie et la libération du président Gbagbo? À partir de ce moment, c'est qu'il ne faut prendre part à aucune élection, il faut bouder tout processus démocratique et il ne faut clamer que la libération du père fondateur, du père géniteur du FPI. Et de ce point de vue, il peut y avoir éventuellement deux conséquences. C'est que le parti se meurt, ou alors il leur faut beaucoup de temps, beaucoup d'assiduité, de constante pour pouvoir obtenir quelque négociation que ce soit par rapport à la libération du président Gbagbo. L'autre option, c'est de comprendre que partout au monde, lorsqu'il y a compétition politique, compétition électorale, et que vous pratiquez la politique de la chaise vide, vous n'avez rien jusqu'aux prochaines élections. Et très souvent, lorsque vous refusez de prendre part au processus, c'est que vous disposez de moyens coercitifs très importants pour pouvoir contrôler ou arrêter le processus avant qu'il n'aille à terme. Je crois qu'aujourd'hui, le FPI n'a pas cette force-là. De mon point de vue, il serait mieux de chercher à s'associer à ce qui est en train d'être fait, de jouer sa partition. Je crois que l'aile Afin Guessan, soutenir par le président, par le professeur Aboua Ndori, de mon point de vue, prospère à travers cette stratégie. Et d'ailleurs, ils ont dit que sur les 255 sièges à pourvoir, qu'ils seront candidats à 210, autrement dit 82%. Ils seront représentés à 82%. C'est important. Je crois qu'il est important qu'ils y aillent, qu'ils y mettent de l'énergie pour pouvoir se faire représenter à l'Assemblée nationale, défendre leur point de vue, participer au processus démocratique et pourquoi pas aussi à partir de là négocier éventuellement la sortie ou la libération du président Gbagbo et compagnie, je voudrais dire, Charles Blé Goudé. Lamine Cissé, aujourd'hui on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, le camp Abdourahmane Sangaré n'a pas envie. Ils disent clairement que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour qu'il y ait inclusivité, élection, pour que les conditions sécuritaires même ne sont pas réunies pour aller à des élections en Côte d'Ivoire. Bon, je ne voudrais pas répéter mon frère. Il a raison, parce qu'il a presque tout dit. Mais ce qui est ajouté tout simplement, c'est dire que c'est tout à fait normal parce que Afin Guessan, il est contesté lui-même. Il est contesté. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues? Mais il est plus réaliste en tant que politicien. C'est ce que moi je pense. La politique de la chaise vide n'est pas la solution. Mais à l'état actuel en Côte d'Ivoire, non. C'est une mauvaise option. Pourquoi? Pourquoi c'est une mauvaise option? Non, parce qu'en fait, ils veulent maintenant tuer le FPI complètement. Parce que quand ils font la chaise vide, après le mandat de Alassane Ouattara, c'est d'autres forces, la RHDP qui se regroupent. C'est eux qui vont prendre le pouvoir. Quand ils viendront. Parce qu'il faut venir dans le jeu démocratique et pour se faire entendre. Mais vous vous faites entendre en tant que quoi? Et dans la rue, je crois que ce n'est pas pragmatique, ce n'est pas réaliste. Vers les années 60, c'est possible, mais maintenant, il faut participer au jeu démocratique. Il y a notamment le jeune frère de Abdourahmane Sangaré qui est quand même candidat. Et du côté du camp Afin Guessan qui va défendre le poste de député. Dans le pays. Oui, ici à Sangaré. Et puis ça, je l'avais dit. Non, je crois que la meilleure posture, celle qui, au jour d'aujourd'hui, pourrait être plausible et bénéfique au FPI et même au président Gbagbo, c'est que le FPI sorte, batte campagne, cherche à avoir la grande majorité au Parlement et à partir donc de cet instrument pourrait servir à la libération du président Gbagbo. Le professeur Aboua Ndori, qui est un professeur d'économie et de fiscalité, a même dit qu'il va utiliser le tremplin de l'Assemblée pour légiférer, contrôler l'action gouvernementale et prendre le devant en matière de lead économique pour pouvoir contrecarrer Alassane Dramane Ouattara, qui est économiste comme lui. Je crois que ce sont des combats qui, en ce moment, ne sont plus seulement politiques. Ils ont également un relent économique.
un relent pour le développement. Et de mon point de vue, c'est ce qu'il faut rechercher. Un parti politique, ce n'est pas seulement pour faire de la politique, c'est pour faire le développement, c'est pour faire de l'éducation à la citoyenneté, c'est pour faire de la paix et puis c'est pour faire le progrès. Rapidement, messieurs, dernière question. Au sein du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et le développement, il y a aussi des problèmes parce que aujourd'hui on a l'impression qu'on fait la part belle aux gros pontes du régime. Mais il y a plusieurs candidats qui aujourd'hui sont laissés pour compte, que ce soit du côté du PDCI, que ce soit du côté du RDR. C'est normal, c'est la vitalité de la démocratie, mais ces grands partis, c'est des ténors. Il n'y a pas de débat. Bédié n'est pas du tout contesté. À 90%, il est adulé par son parti, vu tout le travail qu'il a fait. Mais je crois que les oufettistes, ils ont raison de se regrouper, parce que ça rentre dans la dynamique de la réduction des micro-partis dans les pays. Je crois qu'il faut aller vers les grands regroupements de partis pour vraiment pérenniser, n'est-ce pas, la gouvernance dans nos pays. Regardez très bien. 15 secondes. Regardez très bien le président du PDCI, l'ancien président ivoirien. Regardez-le très bien. Il se cherche, il se débrouille, il fait avec. Il n'est pas naturel. Et observez, il n'a eu que la portion congrue. Donc là aussi, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. C'est un peu comme un peu partout. Celui qui est au pouvoir pose comme fondement ces éléments, ces hommes de confiance, avant d'aller piocher dans le grand ensemble qui l'a conduit et amené au pouvoir. C'est un plaisir de toujours discuter avec M. Lamine Cissé. Tchefa, merci. Je rappelle que vous êtes sociologue expert en stratégie de développement. Lamine Cissé, écrivain sénégalais, expert en communication politique. Ce sera tout pour ce débat. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Sika. À très bientôt.